Bonjour à nouveau, ravi de vous savoir toujours là. Avant qu'on ne démarre ce webinaire avec nos intervenants, je voudrais d'abord vous clarifier le contexte de cet échange virtuel qui porte sur le journalisme au service du développement de l'Afrique. C'est un concept, je ne dirais pas nouveau, mais qui vient renforcer. Les intervenants auront le temps de le dire, de le clarifier tout à l'heure. C'est un concept qui concerne bien sûr le journalisme de développement. C'est pour ça que ce webinaire est spécialement destiné aux journalistes, aux étudiants en journalisme ou en communication. Donc, le concept, c'est le journalisme de développement qui n'est rien d'autre que l'investigation positive, entre griffes, si on peut le dire ainsi, parce que le journalisme, d'abord, c'est d'abord l'investigation. Et quand on dit l'investigation, c'est que le journaliste travaille à apporter de l'éclairage sur des situations de la société, sur des sujets de société, pour permettre aux gouvernants de prendre des décisions nécessaires. Et c'est donc à juste titre que nous avons également ouvert ce webinaire à quelques élus locaux ou communaux. Donc, merci à tous ceux-là qui nous rejoignent déjà. Et puisqu'il s'agit du journal de développement, ça permet bien sûr à ce journaliste de faire des productions responsables. Je dis responsable, ce n'est pas que ce que se faisait, ce n'est pas responsable, mais responsable dans ce sens où ça apporte un plus au développement de sa cité. Ça apporte un plus, c'est au-delà des productions factuelles que les journalistes produisent souvent. Et compte tenu bien sûr du coût, parce qu'on se dit il n'y a pas le coût, il n'y a pas les moyens nécessaires dans les rédactions pour permettre aux journalistes d'aller sur le terrain, d'investiguer et de venir avec des productions responsables. Donc, nous avons jugé avec ce concept d'apporter un peu de plus à tous ceux-là qui désirent se lancer pour véritablement avoir les âmes nécessaires afin d'aborder les questions de développement ou les questions liées au développement. C'est dans ce cadre que nous organisons que l'agence Sonvi Média Communication, qui est une agence basée à Cotonou, organise ce premier webinaire. Donc, le webinaire se veut périodique parce qu'on va revenir avec d'autres numéros, avec d'autres thèmes. Donc, ce premier webinaire porte sur le journalisme au service du développement de l'Afrique et comme vous pouvez déjà le constater à travers le titre, c'est de faire des productions responsables afin de permettre aux pays africains de décoller, d'aller de l'avant. Le temps ne permet malheureusement pas aux journalistes dans les rédactions, comme je le disais à l'instant, d'aller investiguer, d'aller sur le terrain et d'apporter quelque chose de bien. Parfois, on retrouve des papiers où c'est pour insulter X ou Y, c'est pour faire part d'une rencontre d'un politique, ainsi de suite. Alors qu'en fait, on pourrait trouver d'autres moyens plus responsables de faire des productions. Et c'est dans ce cadre que nous organisons ce webinaire. Le premier intervenant s'affaire déjà où il est déjà là avec nous, puisque voilà, on a fini avec les préliminaires, le temps imparti pour les préliminaires. Est-ce que notre intervenant de la RDC nous entend, Monsieur François Moukadila? Bonjour François. Est-ce il nous entend? Je crois qu'il se connecte là.
François, est-ce que vous nous entendez? Oui, voilà, vous avez déjà la vidéo. Est-ce que l'audio, ça marche déjà chez vous? Monsieur Mokandila, est-ce que vous nous suivez, s'il vous plaît? Oui, oui, on vous suit. On va donc laisser un petit temps à M. Moukandila de la RDC de s'installer. Je voudrais demander au monsieur qui a Infinix, qui s'est connecté sur son téléphone portable, de bien vouloir couper le son de son micro, s'il vous plaît. Le monsieur qui s'est connecté avec un téléphone Infinix, de bien vouloir couper le son de son micro. Monsieur mon candidat, vous allez vous installer. En attendant, je vais installer le second intervenant. Monsieur Tosuno du Bénin, bonjour. Oui, bonjour, bonjour Josaphat. Merci d'être avec nous. Vous allez intervenir dans ce premier numéro de webinaire en tant que spécialiste. D'ailleurs, c'est votre domaine. Vous êtes avec l'eau. Vous allez nous parler également de l'eau. C'est bien sûr ça? Oui, merci. Ce sera avec plaisir. Moi, je vous parlerai de l'OCOSA où je suis. Je crois que je vois Coco Romain, à qui je n'ai pas demandé la permission d'être ici à l'OCOSA. Donc, c'est à 2 heures de kilomètre je dis c'est à 2 heures de Cotonou. Donc, ce sera avec plaisir donc, de partager avec vous les défis qui nous attendent par rapport à la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement en Afrique. D'accord, je fais également un grand coucou à Romain Coco qui est avec vous certainement à l'Okosa, au Bénin. Nous allons essayer de relancer mon candidat pour voir s'il est là. S'il n'est pas là, on va demander à notre premier intervenant. Ou on va demander à M. Tosunon d'intervenir parce que là, le webinaire est lancé. Mon candidat, est-ce que vous êtes déjà avec nous? Parce que je vous vois connecté. Visiblement, il y a un problème de connexion à son niveau. Mais je le vois quand même connecté. Il est connecté. Monsieur mon candidat, est-ce que vous êtes là?
Est-ce que François est avec nous? S'il n'est pas avec nous, je vais donc relancer M. Tosuno. M. Tosuno, à nouveau, bonjour à vous. On sera obligé de Oui, démarrer avec bonjour. vous. Bonjour, cher confrère Josaphat. Et donc, merci pour cette invitation et je dirais pour cette initiative louable de vraiment parler de journalisme de développement. Je crois que ce journalisme de développement, l'Afrique en a tant besoin face aux défis nombreux que notre continent traverse. Alors, il m'a été demandé, est-ce que je peux partager mon écran avec vous? Oui, allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Un instant. Alors, je crois que on me dit que je ne pourrais pas partager mon écran avec vous. Attendez, je vous donne la main, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Il va falloir me donner la main. OK. Alors, est-ce que Voilà, c'est bon. vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Okay. Allez-y, s'il vous plaît. C'est bon. D'accord. Une fois encore, bonjour à tout le monde. Comme je l'ai dit, moi, je suis Alain Toussaint. Je suis journaliste coordonnateur donc, du réseau régional West Africa Watch Journalist Network. Donc, il m'a été demandé donc, de partager avec vous ce qui peut être le rôle ou la responsabilité des journalistes dans disons, ce combat pour l'accès à l'eau et à l'assainissement donc, pour tous donc en Afrique. Alors, il faut d'abord, premièrement, il faut connaître que pour moi, le journalisme de développement, c'est un journalisme d'engagement. Parce que nous avons dans notre continent plusieurs défis, nous avons plusieurs problématiques. Et en tant que journaliste, nous avons encore une responsabilité de pouvoir provoquer un certain nombre de changements. Hein. Et pour moi, c'est ce que nous essayons de faire à travers donc, notre réseau qui travaille sur les questions d'accès à l'eau et à l'assainissement, parce que tout à l'heure, nous allons le voir. Le tableau n'est pas du tout révisant quand on prend l'Afrique. J'aurai donc dans cette présentation ces deux grandes parties. Hein, avec les échanges, on pourrait revenir sur question ou si vous avez des questions. Alors, dans la première partie, je parle de l'Afrique face au défi de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Et dans une deuxième partie, qu'est-ce qu'on fait en tant que journaliste, donc porteur de cause, porteur de la cause du développement, à relever donc ces différents défis. Alors, quand on voit un peu la situation un peu en Afrique, il faut rappeler que aujourd'hui, de nombreux pays en Afrique, disons, font face à la pénurie de l'eau, et au manque donc de services d'assainissement. Alors, malgré tous les petits pas qui ont été faits avec les objectifs du millénaire pour le développement, et avant même il y a eu la décennie internationale sur l'eau. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère, je dirais, des objectifs de développement durable. Malgré tous ces progrès qui sont réalisés, nous avons encore près de 40% donc, de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'eau potable et près de 70% qui ne bénéficient pas donc, de système d'assainissement. Vous voyez, le tableau n'est pas du tout
surtout en ce qui concerne la question donc, de l'assainissement, qui est souvent ignorée dans les politiques publiques donc dans nos pays. 70% de population en Afrique donc, ne dispose pas de système d'assainissement. Et on va se rendre compte que cette situation est encore plus grave en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, notamment dans des pays qui sont confrontés encore à des graves crises politiques et sécuritaires. Parce que lorsque des populations, avec le terrorisme aujourd'hui, avec les différentes crises que nous avons, même la pandémie de COVID-19, on se rend bien compte que ces crises contribuent encore à davantage aggraver donc, cette situation parce que vous avez des populations qui se déplacent et qui, dans ces zones où donc, ces populations se déplacent, la crise de l'eau donc, est davantage donc, accentuée. C'est le cas du Mali, par exemple, où vous avez 1,4 million de personnes qui ont besoin d'assistance d'urgence en eau. Donc, vous voyez, les populations se déplacent, quittent leur milieu de vie, se retrouvent dans un milieu qui n'est pas urbanisé, où il n'y a aucun service d'accès à l'eau, mais également, donc, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'hygiène d'assainissement. Et vous voyez, avec ce que vit aujourd'hui donc, le Burkina Faso, mais aussi le Cameroun, vous avez 1,9 million de personnes au Burkina Faso et au Cameroun qui sont aussi dans une situation d'urgence en ce qui concerne la question de l'eau et de l'assainissement. Alors, donc, quand vous prenez ces pays qui connaissent donc, ces déplacements massifs, donc, comme le Burkina aujourd'hui, on a dit près de 800 000, ça atteint même plus d'1 million de personnes en interne dans le pays qui sont aujourd'hui dans des conditions où la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement se détériore chaque jour parce qu'il n'y a pas d'infrastructure dans les zones d'accueil. Alors, ce qu'il faut, et c'est là où le journaliste doit travailler à montrer le lien, c'est-à-dire que très souvent, on ne fait pas le lien entre le manque d'eau et d'assainissement et, disons, les pertes économiques. Est-ce que vous voyez? Ce lien-là n'est pas très souvent mis en évidence. Hein? Alors que cette situation donc, de manque, de crise de l'eau, de manque d'accès à l'eau et à l'assainissement a des conséquences énormes sur les économies de nos pays. Alors, l'ONU estime que, par exemple, chaque année, c'est 260 milliards de dollars. Donc, on évalue à 260 milliards de dollars de pertes économiques au niveau mondial. Mais vous allez voir que dans la région, évidemment, où il y a le plus fort taux de manque d'eau et de services d'assainissement, notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, on se rend compte que dans cette région-là, donc, les pays donc, qui sont dans cette région-là, ces pays-là, absolument, le fardeau financier est très lourd. Vous voyez, dans aucun pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, on n'a pas encore l'accès universel à l'eau potable. Nous avons l'accès universel dans certains pays de l'Afrique du Nord, mais aussi dans des pays comme l'Afrique du Sud. Alors, si on prend le rapport 2015 du programme commun OMS-UNICEF, c'est un programme conjoint de surveillance qu'on appelle le Joint Monitoring Programme. Il nous dit que le taux de couverture les plus élevés, nous avons Sao Tomé et Principe, qui sont à 97%. Nous avons le Gabon, qui sont à 13%. Et vous pouvez avoir donc, à l'autre extrême donc, des pays où à peu près la moitié de la population qui n'a pas accès à l'eau. Vous voyez, la Guinée équatoriale, c'est paradoxal avec donc, le pétrole et tout. Malgré ça, vous avez 48% seulement de la population qui a accès à l'eau. Vous avez des pays comme le Tchad, la République démocratique du Congo, qui sont à 52%, qui affichent des taux faibles. Pour le Bénin, nous sommes actuellement, nous sommes autour de 110%. Donc, c'est des efforts qui ont été faits ces 4 dernières années pour augmenter donc, le taux donc, des populations qui ont accès à l'eau potable. Donc, ce qui est important ici, c'est de comprendre que nous devons, en tant que journalistes de développement, montrer à nos pays que
si on n'investit pas en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, que les pertes sont énormes. Il y a le programme eau et assainissement de la Banque mondiale qui a, en 2015, en 2010, fait un travail pour chaque pays. Qu'est-ce que nous perdons en matière d'hygiène d'assainissement? Pour le Bénin, par exemple, c'est 52 milliards. Ça correspond à 0,5% du PIB que le Bénin perd. C'est la même chose pratiquement dans les autres pays. C'est que si, parce que les populations qui n'ont pas accès aux toilettes, qui ne se lavent pas les mains régulièrement et tout ça, donc ça a des conséquences sur la santé, parce que vous avez de millions de personnes, d'enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année à cause du mauvais assainissement, parce que ces maladies hydriques, qui sont donc des maladies liées au manque d'assainissement, font que les populations pauvres paient plus cher encore pour aller se soigner. Et vous avez aussi la pauvreté qui s'accentue davantage. Donc, nous devons mettre en évidence le lien entre le manque, la crise de l'eau, la pénurie de l'eau, le manque d'hygiène et d'assainissement, notamment la question de la défécation à l'air libre, et les problèmes et ce qu'on perd économiquement. Donc, je crois que c'est comme ça que nous pourrons arriver à convaincre les gouvernements, les décideurs sur la nécessité d'investir pour changer cette tendance-là. Donc, ce sont des constats qui sont là, ce sont des défis qui sont là. Et je pense qu'en tant que journaliste, nous devons travailler effectivement. Moi, je considère la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement, c'est des questions existentielles. Je considère que c'est un préalable au développement. On ne peut pas prétendre au développement si on ne règle pas ces questions-là, qui sont des questions vraiment d'urgence, des questions existentielles. Est-ce que vous voyez? Alors, en tant que journaliste du développement, qu'est-ce qu'on peut faire en ce qui concerne le secteur de l'eau et de l'assainissement? Dans un premier temps, il faut montrer les évidences. Montrer les évidences, ça veut dire qu'il faut absolument, dans nos productions, dans nos reportages, nous devons absolument porter la voix des populations qui n'ont pas accès à l'eau et à l'assainissement, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Parce que quand vous regardez un peu dans nos différents pays, vous allez vous rendre compte que, par exemple, dans les quartiers périphériques ou les bidonvilles, très souvent, ces populations-là n'ont pas. Vous prenez également dans les milieux pauvres, très reculés, la question de l'accès à l'eau constitue une problématique qui est majeure, qui frappe encore davantage les pauvres. Alors que vous avez beaucoup de programmes de programmes de lutte contre la pauvreté. Or, en réalité, si l'on améliore l'accès à l'eau, si l'on améliore l'accès aux services d'assainissement, c'est comme cela, ça constitue un raccourci pour lutter efficacement contre la pauvreté. Donc, en tant que journaliste, nous devons davantage faire des reportages pour porter la voix de ces populations, de ces milieux pauvres, même dans les milieux urbains, vous avez ces quartiers périphériques là, qui sont carrément des quartiers non lotis, des quartiers où l'urbanisation n'est pas encore là. Donc, il faut rapporter comment ces populations-là vivent la crise de l'eau, comment ces populations vivent sans toilettes. Et je crois que, pour moi, le premier travail que nous devons faire, c'est de montrer cette évidence. Nous ne le faisons pas assez. Aller dans un village, faire un reportage sur comment les populations vivent sans eau, montrer comment les femmes et les jeunes filles sont obligées de faire la corvée d'eau, parcourir des milliers de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Je pense que nous avons besoin de le faire. Et surtout montrer comment, à cause de ce manque d'eau-là, comment ces populations se retrouvent régulièrement dans les centres de santé. Comment, à cause de la défécation à l'air libre, vous avez des taux élevés de choléra, qui constitue le choléra, c'est carrément la maladie qui montre à suffisance la question du manque d'assainissement. Ensuite, la deuxième chose à faire, le deuxième travail que nous devons faire,
c'est d'amener nos gouvernants à accroître les financements. Parce que très souvent, les questions de l'eau et de l'assainissement ne sont pas priorisées. Si vous prenez le financement du secteur WASH, le secteur WASH, c'est Water, Sanitation and Hygiene, mais on se rend compte que vous allez, quand vous regardez les chiffres, vous allez vous rendre compte que, par exemple, aucun pays d'Afrique n'a alloué plus de 0,5% de son PIB au secteur de l'eau. Ça cause un problème. Parce que si vous n'avez pas imaginez si les populations n'ont pas de l'eau, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Or, le manque d'eau a des impacts sur l'éducation. Parce que quand il n'y a pas de l'eau, on est obligé de demander aux enfants de parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Donc, ça a un impact sur l'éducation, ça a un impact sur la santé, ça a un impact sur la question d'égalité, parce que très souvent, ce sont les jeunes filles. Donc, si il faut amener les gouvernements à vraiment donc, augmenter donc, les financements donc, liés à ce secteur-là. Parce que on se rend bien compte que parallèlement, sur les 3,8 milliards donc, de dollars donc, de l'aide publique au développement attribuée chaque année au secteur roche, les 3 quarts approximativement vont à l'eau et le quart restant à l'assainissement. Il y a aussi la question donc de, quand on parle aussi de l'eau et de l'assainissement, vous ne pouvez pas donc améliorer la question donc, de l'accès à l'eau et oublier l'assainissement. Les deux vont de pair. Si l'eau est potable à la source, c'est-à-dire qu'on réalise un forage, mais si cette eau est potable à la source, lorsque les femmes viennent chercher de l'eau, lorsqu'on vient chercher de l'eau au niveau des forages, hein, mais ce n'est pas toujours évident et c'est ce qui arrive qu'à la maison, cette eau, qu'elle soit potable. Parce que lorsqu'on prend cette eau sur le chemin, transport, cette eau peut être contaminée. À la maison, vous avez des jarres qui ne sont pas ouvertes, hein, les récipients donc, de stockage de cette eau, très souvent, ces récipients ne sont pas, comment on appelle, bien lavés, ne sont pas couverts. Et on se rend bien compte que l'eau est potable à la source. Donc, on fait on améliore donc la question de l'accès à l'eau en faisant des forages, mais à la maison, donc, on se rend bien compte que l'eau qui est consommée, elle est impropre parce que très souvent, elle a été souillée au cours du transport, elle a été souillée à la maison dans le maniement donc, de cette eau potable. Et finalement, on se rend compte que beaucoup de pays donc, investissent énormément d'argent donc, pour réaliser des forages, mais les indicateurs en matière de santé n'évoluent pas. Parce que tout simplement, ils n'ont pas compris que si on investit donc, pour l'accès à l'eau, il faut en même temps, concomitamment, investir aussi dans les questions d'assainissement. Alors, la troisième chose à faire, c'est-à-dire que vous avez le respect des engagements. Je crois qu'il y a une petite erreur là. Il y a le respect des engagements. C'est-à-dire que au niveau mondial, nos différents pays se sont engagés donc, à respecter un certain nombre d'engagements qui ont été pris. Je vous ai parlé de la décennie internationale de l'eau. Après, on a eu les objectifs du millénaire pour le développement. Donc, mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère des objectifs de développement durable. Et l'échéance pour atteindre l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, c'est 2030. Alors, en tant que journaliste de développement, nous devons, donc depuis 2015, nous sommes déjà en 2021, on peut contribuer à travers les productions à voir pendant 5 ans quels ont été donc, les efforts, quels ont été les résultats obtenus. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait en 5 ans? Et nous sommes déjà disons, à 9 ans donc, de l'échéance de 2030. Donc, il faut faire un suivi donc, de ces engagements qui ont été pris au niveau international. Et quand vous parlez de l'accès à l'eau, n'oubliez pas la question donc, de l'assainissement, la question donc, de l'accès aux toilettes. Je vous ai montré les chiffres, 70% des populations en Afrique n'ont pas du tout accès aux services d'assainissement. Et quand on parle des services d'assainissement, c'est l'accès aux toilettes dans les ménages, les dispositifs de lavage des mains. Vous avez vu comment, avec la pandémie de la COVID-19, comment absolument on s'est rendu compte que
aujourd'hui qu'on avait besoin d'amener les populations à se laver les mains à l'eau et au savon, parce que c'est la première mesure barrière. Mais si vous n'avez pas de l'eau, est-ce que vous pouvez vous laver les mains? Si vous ne connaissez pas l'importance donc du lavage des mains à l'eau et au savon, vous comprenez que cette pandémie est venue nous montrer combien on avait pris du retard sur ces questions donc, qui sont essentielles. Et lorsqu'on parle aussi d'engagement international, vous avez la déclaration de Ngor. Ce sont des pays africains qui se sont réunis à l'occasion de la 4e conférence africaine sur l'assainissement qui s'est tenue à Dakar. Et donc, qui ont signé la déclaration de Ngor. La déclaration de Ngor, en fait, c'est aussi donc cette déclaration où les pays s'engagent à atteindre l'accès universel à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030. À nous donc, au niveau des différents pays, travailler, de marquer la cloche de nos gouvernements par rapport à ces engagements qui ont été pris, pour que ces engagements ne soient pas juste, je dirais, des moyens donc, de mobiliser des ressources, mais lorsqu'on mobilise ces ressources, il faut absolument que ces ressources soient destinées donc, à améliorer donc, la situation des personnes qui n'ont pas accès à l'eau et à l'assainissement. Et quand vous abordez la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement, il y a toute la problématique de la tarification de l'eau. Est-ce que l'eau, il y a la question du tarif. Est-ce que les populations donc, devraient, en principe, les populations les plus pauvres qui n'ont pas donc, beaucoup de ressources, qu'est-ce qu'on fait pour ces populations-là? Est-ce qu'elles ont les moyens de pouvoir donc, payer les factures? Est-ce qu'elles ont les moyens de pouvoir donc, payer l'eau? Donc, or, il y a aussi, quand on parle d'engagement international, nos pays se sont tous engagés pour le droit à l'eau et à l'assainissement. Le droit à l'eau et à l'assainissement dit que lorsque vous avez, on ne doit pas priver une population, même lorsqu'elle n'a pas les moyens donc, de l'eau potable, parce que c'est un besoin vital. C'est un besoin vital. Alors, comment on fait? Est-ce que dans nos populations, dans les politiques et stratégies, il y a, par exemple, dans nos villes, est-ce que effectivement vous avez, on fait en sorte que les populations pauvres qui n'ont pas, donc qui sont en incapacité de payer donc les factures d'eau, est-ce que il y a des stratégies pour pouvoir donc, permettre à ces populations? Donc, très souvent, les États, les gouvernements vont vous dire, oui, il y a la tranche sociale, mais il y a les populations qui sont, malgré ça, incapables de pouvoir donc, payer de l'eau. Mais à partir du moment où les États sont engagés donc, pour respecter donc, le droit à l'eau et à l'assainissement, ce droit à l'eau et à l'assainissement dit qu'il faut pouvoir donc, avoir des politiques pro-pauvres qui permettent à ces populations pauvres d'accéder gratuitement à l'eau potable. Donc, c'est essentiel. Et il faut rappeler à nos gouvernements ces engagements donc, qui ont été pris, mais qui ne se traduisent pas donc par des actes concrets donc, sur le terrain. Ces engagements ne sont même pas connus donc, des populations. Parce que si elles sont connues des populations, les populations peuvent donc revendiquer donc, le respect de ces engagements, notamment en ce qui concerne donc, à l'eau et à l'assainissement. Donc, notre responsabilité, elle est immense. Elle est immense. Donc, c'est une question de priorisation. Nous devons voir dans l'agenda donc, de développement de nos différents gouvernements où est placée l'eau et l'assainissement. Parce que l'eau et l'assainissement est au cœur de l'atteinte des objectifs de développement durable. Parce que si on atteint donc, les objectifs de développement durable, notamment l'objectif 6, c'est que nous allons toucher d'autres objectifs, notamment en tout ce qui concerne les maladies, tout ce qui concerne la pauvreté. Donc, je crois que c'est important qu'à travers nos articles, à travers nos productions, que nous puissions démontrer que nos États ont intérêt à vraiment investir dans le secteur de l'eau et à l'assainissement pour pouvoir atteindre les autres cibles donc, qui sont liées aux maladies, qui sont liées à la pauvreté et même les questions d'égalité, parce que ce sont les femmes qui souffrent à cause de la corvée d'eau, de ce manque d'eau. Alors, au niveau de mon réseau, très rapidement, pour terminer, le réseau des journalistes spécialisés sur les questions de l'eau et l'assainissement en Afrique, c'est un réseau qui a été mis en place en 2010 à Accra. Et au départ, il y avait seulement 2 ou 3 réseaux nationaux dans les différents pays en Afrique de l'Ouest. Et nous avons travaillé depuis 2010
à faire en sorte que dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, pratiquement, et qu'il y ait des réseaux nationaux, donc de journalistes spécialistes sur les questions d'assainissement. Aujourd'hui, le réseau compte 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, plus le Cameroun. Et notre vision, c'est vraiment de porter la voix des sans-voix. C'est-à-dire que c'est de donner la parole à ces populations de ces milieux pauvres, des milieux ruraux qui n'ont pas accès à l'eau et qui n'ont pas accès donc, aux toilettes. On a un certain nombre d'acquis. Déjà, nous avons réussi à amener plusieurs pays donc, à mettre en place un certain nombre de réseaux nationaux. Il y a des réseaux nationaux qui fonctionnent très bien. Vous allez au Niger, vous avez au Sénégal, vous avez dans un certain nombre de Burkina et dans les pays anglophones également. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons que le journaliste ne peut pas porter une cause si véritablement il n'a pas, il n'est pas bien formé, s'il ne s'approprie pas les différentes problématiques. Donc, nous avons avec nos partenaires qui nous soutiennent investi depuis la création du réseau à former les journalistes. Il y a des renforcements de capacités très souvent que nous faisons et qui ont contribué vraiment à davantage spécialiser les journalistes. Aujourd'hui, nous avons un noyau de journalistes dans chaque pays qui sont très au parfum donc des différentes problématiques et qui peuvent discuter avec des ministres chargés de l'eau et de l'assainissement, qui peuvent discuter avec des acteurs du secteur. Parce que si vous voulez faire des productions de qualité, si vous voulez faire des interviews de qualité, c'est que vous-même, vous devez pouvoir maîtriser donc des problématiques qui sont là. Il y a des problématiques émergentes. Le 28 mai prochain, par exemple, il y a donc la journée mondiale donc, de l'hygiène menstruelle. Ouais, la question donc, de la gestion de l'hygiène menstruelle devient une question préoccupante dans nos différents pays. Donc, il y a des nouvelles thématiques qui émergent et grâce au renforcement de capacités, les journalistes spécialisés de notre réseau arrivent donc à pouvoir donc, maîtriser, donc pas maîtriser, mais tout au moins avoir des informations et de comprendre donc ces différentes problématiques-là. Nous couvrons aussi des grandes conférences sur le secteur de l'eau et de l'assainissement. Nous étions à la dernière conférence africaine sur l'assainissement qui a lieu à Cape Town en Afrique du Sud, parce que très souvent, nous nous disons, nous devons informer donc, les populations de nos pays sur les décisions qui sont prises donc, au niveau de ces grandes conférences, de ces messes-là de nos secteurs. Ça permet non seulement aux journalistes de voir un peu les évolutions, de discuter avec des acteurs, avec des spécialistes, avec des chercheurs qui viennent à ces grandes conférences, mais en même temps d'informer donc, les populations de nos différents pays sur ces grandes conférences-là. Et ce que nous faisons aussi, c'est que nous mobilisons des ressources au niveau du réseau, au niveau du bureau donc régional que je coordonne, et nous appuyons des journalistes, des réseaux nationaux dans les différents pays pour des productions de grande qualité, des productions des reportages d'investigation qui parfois qui ont des impacts parfois sur les décisions qui sont prises. Nous avons dans les différents pays, nous avons vu par exemple des reportages sur la question donc, des personnes handicapées. Des personnes handicapées aujourd'hui qui n'ont pas accès aux toilettes. Par exemple, je crois au Sénégal, lorsque nous avons accompagné ce réseau-là, ce réseau a réussi par exemple à amener le ministère donc, de l'assainissement là-bas à revoir donc, les types de toilettes en matière de technologie, les toilettes, pour permettre aux personnes donc, handicapées de pouvoir, parce que très souvent dans les technologies qui sont offertes, on ne pense pas donc, à ces personnes donc, handicapées ou ces personnes très âgées. Donc, c'est comme ça que nous accompagnons les différents journalistes dans les différents pays à vraiment davantage donc, réaliser des reportages qui permettent donc, de déclencher, de provoquer des changements dans les différents pays. Donc, avec les questions, je pourrais véritablement revenir sur d'autres aspects. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je vais dire? Je retiens que le journaliste de développement est une arme pour contribuer à sortir nos populations africaines du spectre donc, de la pauvreté. Aujourd'hui, donc, avec les ODD et l'engagement pris par nos différents États d'atteindre l'accès universel d'ici 2030, nous avons un grand rôle à jouer en tant que journaliste pour contribuer à la priorisation de cette question de l'assainissement dans l'agenda de développement de nos différents pays.
Alors, cela passe par un meilleur suivi. Nous devons dans nos différents pays, nous devons suivre la mise en œuvre donc, de ces différents engagements internationaux et nationaux. Vous savez, à l'occasion, donc, quand on connaît un gouvernement, un chef de l'État qui arrive, il prend souvent aussi des engagements à travers le programme d'action du gouvernement. À nous, il y a souvent des engagements qui sont pris dans le secteur de l'assainissement. Donc, comme chez nous au Bénin, par exemple, où nous, au lieu de 2030, on a dit qu'on veut atteindre l'accès universel à 2021. Donc, nous attendons la fin de l'année pour pouvoir faire le bilan avec le gouvernement pour voir est-ce que véritablement on est parvenu. Donc, je crois que c'est comme ça que nous allons, en tant que journalistes, pouvoir donc contribuer efficacement donc au développement de notre continent. Je vous remercie. Merci à vous, M. Tosunon, pour cette présentation. C'est un plaisir de vous avoir en tant que coordonnateur de West Africa Watch JN, bien sûr. Merci. Merci également de partager cette expérience avec nous et tous les efforts que vous faites. Il y a déjà quelques questions, mais je voudrais déjà, pour les intervenants qui sont toujours en ligne, de bien vouloir lever la main sur l'onglet réaction qui est en bas pour prendre la parole afin de poser des questions à notre intervenant, M. Tosunon. Mais bien avant, je voudrais demander à M. Tosunon si, en faisant bien sûr le journal de développement, parce que c'est d'ailleurs ça la grande problématique de ce webinaire, est-ce qu'en parlant de l'eau et de l'assainissement, le journaliste ne peut pas aller au-delà parce que vous avez abordé dans votre présentation tout à l'heure qu'il faut également s'interroger sur la qualité. Aujourd'hui, on se demande, est-ce que le journaliste a les armes nécessaires? Est-ce que vous, au niveau de votre réseau, vous avez les armes nécessaires avec vos membres pour détecter la qualité de l'eau qui est aujourd'hui servie? Parce qu'au-delà de ce que, il y a des millions de personnes qui ont besoin urgemment de l'eau, il n'y a que le peu qui en a. Aujourd'hui, la qualité laisse à désirer parfois. Qu'est-ce qui est fait, comment ça peut se faire et quels sont les outils que pourrait disposer un journaliste pour véritablement faire ce travail? C'est bien noté. Est-ce que je réponds directement? Et oui, ça va permettre aux autres participants de ne plus revenir sur la même question. Okay. Alors, on peut procéder, si vous voulez, on peut procéder à toutes les questions. Et là, vous allez répondre. Et dès qu'il y aura d'autres questions, on va passer à la seconde étape, si vous voulez bien. Bon, c'est vous qui... Merci beaucoup. Cela me convient s'il y a d'autres préoccupations. Ouais. D'accord. En attendant, il n'y a pas d'autres mains, mais moi, j'ai deux autres questions ici. Et il y a un participant qui a demandé les modalités pour intégrer votre réseau. C'est un participant qui l'a demandé. Malheureusement, on n'a pas son nom. Il y a M. Jesouillon Théophile qui vous salue, qui vous félicite pour votre intervention, mais il demande s'il faut nécessairement être un journaliste ou s'il faut avoir une expérience en journalisme avant de faire partie de votre réseau. Et lui aussi, il demande les conditions d'adhésion. Vous les avez notées, vous allez répondre tout à l'heure, mais bien avant, moi, je voudrais vous poser la question de savoir, aujourd'hui, vous avez fait cas dans votre présentation de moins de 0,5% du PIB des pays consacrés à l'eau, dans les pays respectifs. Maintenant, quel serait ou quel pourrait être le taux consacré à l'eau, selon vous ou selon votre réseau? Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres questions qui urgent. Il y a l'éducation, il y a la santé. Et même si vous avez fait le rapport entre l'eau, assainissement et santé, il y a quand même le volet sanitaire qui est quand même un volet aussi à part. Il y a l'éducation et il y a bien d'autres défis que les pays doivent aussi relever. Quel est selon vous le taux qu'on pourrait consacrer pour que la question de l'eau puisse être définitivement réglée? Vous êtes également coordonnateur, toujours en attendant des questions, les participants n'ayant pas encore levé la main. Vous êtes coordonnateur régional de Ouest et votre réseau couvre 15 pays. Si je m'en tiens bien sûr à votre présentation, est-ce que dans les pays maghrébins, vous arrivez à couvrir ou
voulez vous contenter juste de l'Afrique de l'Ouest et ses pays et un peu aussi l'Afrique centrale, ou est-ce que vous ambitionnez véritablement aller au-delà? Parce que quand on parle du développement de l'Afrique, on parle tant des pays du Sud que des pays du Nord du continent. Quelle est la politique qui est mise en œuvre et comment vous pensez y arriver? Là, je vais vous laisser répondre à ces quelques questions en attendant que les participants puissent véritablement se prononcer s'ils en ont bien sûr. Merci à vous. Alors, merci, chers confrères, pour ces différentes questions qui montrent bien l'intérêt pour donc, les questions d'assainissement. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut aller au-delà? Bien sûr qu'on peut aller au-delà pour parler de la qualité de l'eau et nous sommes très armés pour parler de la qualité de l'eau. C'est vrai que la question de l'urgence de l'accès à l'eau fait que très souvent, on aborde la question de la qualité de l'eau. Or, si vous prenez le droit à l'eau et à l'assainissement, on dit qu'il faut un minimum d'accès, mais aussi il faut la qualité de l'eau. Parce qu'il ne suffit pas d'apporter de l'eau, il faut s'assurer que qu'il y a la qualité. Et très souvent, ce qui est recommandé, il y a des normes au niveau de l'OMS. Et nous sommes armés nous connaissons ces normes-là. C'est-à-dire que, avant de dire qu'une eau est potable, donc pour la consommation, ça veut dire que ça doit respecter un certain nombre de normes. Et nous savons dans les différents pays, vous avez des laboratoires nationaux qui sont chargés donc de faire des prélèvements chaque année et de s'assurer que cette eau, elle est potable, elle peut être faite à la consommation. Là aussi, le journaliste doit travailler à s'assurer disons, que ces prélèvements sont faits et que les résultats de ces prélèvements sont partagés et que le public, pour rassurer le public sur donc, la qualité de l'eau qui est donc desservie donc, aux populations. La question de la qualité de l'eau devient une préoccupation majeure parce que tout simplement dans nos différents pays, on constate qu'il y a une forte tendance donc, de la pollution donc, des nappes phréatiques par les mauvaises pratiques que l'on observe. Vous avez la trop grande utilisation des pesticides, vous avez aussi la déforestation à l'air libre. Donc, tout ça contribue à polluer donc, la nappe phréatique. Et même, vous allez vous rendre compte que concernant les eaux de surface, parce que là où il y a des zones où on ne peut pas trouver de l'eau souterraine. Donc, on mobilise de l'eau de surface. Les eaux de surface, c'est les eaux de rivières, des barrages que l'on essaie donc que l'on potabilise, on rend potable cette eau-là et on la dessert directement aux populations. Donc, plus il y a une forte pollution dans ces zones-là, plus il y a des risques que cette eau ne soit pas de bonne qualité. Donc, nous sommes très armés pour parler également de la qualité et il ne faut pas occulter la question de la qualité de l'eau lorsqu'on parle donc de l'accès à l'eau. Alors, sur la question donc de comment devenir membre, d'abord il faut être journaliste. Notre réseau, c'est un réseau des réseaux. Donc, il faut d'abord être membre, il faut d'abord être journaliste, il faut d'abord être membre d'un réseau national, donc de journalistes spécialisés sur les questions d'eau. Avant maintenant, c'est le réseau national qui est membre donc, du réseau sous-régional. Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons. Alors, nous ambitionnons créer un réseau au niveau de l'Afrique. Nous avons déjà notre expérience. Malheureusement, on n'a pas encore couvert toute l'Afrique, mais nous avons déjà partagé notre expérience avec les journalistes de l'Asie. Nous avons contribué à mettre en place un réseau du côté de l'Asie parce que notre expérience, grâce à nos partenaires, disons, à quitter les frontières de l'Afrique pour l'Asie. Et nous avons beaucoup contribué avec nos confrères de l'Asie à vraiment mettre en place des réseaux au niveau d'un certain nombre de pays. Nous avons commencé l'expérience avec les journalistes de l'Afrique australe. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est de voir comment créer des réseaux sous-régionaux et aller vers un réseau donc, africain, donc des journalistes. Le problème, ce n'est pas de prendre des journalistes individuellement dans les pays et de créer un réseau de journalistes africains. Nous voulons
que le travail se fasse au niveau national d'abord. Donc, nous, au niveau régional, ce qu'on fait, on renforce d'abord les capacités des réseaux nationaux à vraiment faire le travail. Parce que nous sommes conscients que c'est au niveau des pays qu'il faut absolument d'abord travailler. Donc, nous, ce que nous apportons, c'est nous mobilisons des ressources pour des formations au niveau, pour mettre à niveau les journalistes en termes de connaissances, mais également, ce que nous faisons, nous appuyons, nous faisons des subventions aux réseaux nationaux pour, pour les renforcer par rapport donc, au reportage, aux productions donc, de bonne qualité, de bonne facture. Donc, c'est comme des guichets au niveau des réseaux nationaux pour amener les journalistes, pour, disons, les accompagner, parce que très souvent, nos rédactions n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, nous subventionnons les réseaux nationaux pour qu'à leur tour, ils puissent subventionner les journalistes à faire donc, des reportages et des articles d'investigation donc, sur le terrain. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais le problème aujourd'hui aussi sur la question donc, de moins de 0,5% de PIB, le problème, c'est qu'il faut comprendre, et il faut faire comprendre au gouvernement, vous ne pouvez pas parler de développement sans d'éducation s'il n'y a pas l'eau. Regardez un peu dans les écoles primaires. Est-ce que vous concevez qu'actuellement, que c'est normal d'avoir une école aussi bien primaire que secondaire sans eau? Mais nous avons dans nos pays, parce que je connais un peu la situation dans la sous-région, parce que j'ai été dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest, vous avez des écoles où il n'y a pas de l'eau. Vous avez des centres de santé où il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de toilettes dans des centres de santé. Alors, dans ces conditions, comment vous pensez qu'on peut améliorer la santé des populations si même dans les centres de santé, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de toilettes? Ouais. Donc, c'est ça que davantage, nous faisons le lien dans l'article entre le manque d'eau, les crises de l'eau et de l'assainissement et l'économie. Ça permet au gouvernement de comprendre que, effectivement, il y a urgence à agir. C'est vrai qu'il y a plusieurs besoins. Et vous prenez un pays comme l'Inde. Il y a 10 ans en arrière, ce grand pays a été face. Il y avait le plus grand bidonville du monde qui a été, c'était à Mumbai en Inde. Mais l'engagement du gouvernement, l'engagement du Premier ministre a fait qu'aujourd'hui, l'Inde est sortie de la défécation à l'air libre. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle une action concertée, c'est-à-dire vous prenez chaque ministère, réserve de l'argent pour régler les questions d'eau, d'assainissement. Vous prenez le ministère des enseignements, dans les différentes, quand on construit une école, on fait maintenant des toilettes, il y a de l'eau. Vous prenez vous ne pouvez pas faire du tourisme si on continue à déféquer n'importe comment. Donc, le ministère du Tourisme également prévoit dans son action donc des ressources pour l'eau, l'assainissement. C'est comme ça, les efforts conjugués ont permis à l'Inde aujourd'hui de sortir donc, de la défécation à l'air libre. Et nous pensons qu'on peut également réussir à le faire. Donc, il faut augmenter les financements, mais c'est-à-dire, au lieu d'avoir un budget, un grand budget pour le financement, c'est que les différents ministères peuvent prévoir des ressources, en interne, également dans le budget des collectivités territoriales, puisque la décentralisation a cours un peu partout en Afrique, pour que nous puissions effectivement avoir aussi des ressources. C'est comme ça ils ont réussi en Inde. Et je pense que c'est un exemple à suivre dans nos différents pays. Pour éviter de voir que, bon, il y a plusieurs besoins, comment on peut accorder plus de choses là. Donc, c'est déjà dans la construction des marchés, dans la construction des gares routières pour le ministère des Transports, que l'on prévoit des ressources pour, parce que dans les marchés, vous voyez les conditions dans lesquelles les femmes travaillent. Il n'y a pas de, toilettes, il n'y a pas de l'eau. Donc, le ministère des Transports, le ministère qui s'occupe des questions de marché doit également prévoir donc, des ressources. Je pense que si on arrive, si on comprend que la question de l'eau et de l'assainissement, c'est une question primordiale, existentielle et transversale, je pense qu'on peut arriver à bout et faire en sorte que d'ici 2030, effectivement, toutes les populations en Afrique aient accès à l'eau et à l'assainissement. Merci. Merci, Monsieur Tosuna.
Il y a encore deux questions, si vous permettez bien. C'est vrai que le temps qu'on a imparti pour votre présentation s'est dépassé largement. Il y a la question de M. Folly qui revient et demande si au Bénin, il y a un réseau, quel est le réseau national et comment y adhérer, un réseau national au Bénin. Certainement, puisque vous êtes déjà au Bénin, c'est sûr qu'il doit en avoir, vous allez certainement apporter quelques clarifications et donner les conditions d'adhésion. Il y a Théophile qui revient et dit, est-ce que vous ne pensez pas au sein de votre réseau avoir des relais communautaires afin de permettre, afin d'avoir une interface entre la communauté directe et vous qui êtes journaliste spécialisé de la question. Là, on va s'arrêter sur les deux questions. S'il n'y en a pas d'autres, on va préparer notre prochain intervenant de la RD Congo qui s'impatiente d'ailleurs. Oui, M. Tosuno. Okay. Oui, je suis qu'il y a un réseau national au Bénin et si notre confrère Parfait Folie est intéressé d'adhérer au réseau, il n'y a pas de souci, on va travailler avec lui. Seulement, très souvent, nous voulons des journalistes fidèles. C'est-à-dire que, parce que très souvent, ce qui arrive, c'est que vous avez des journalistes qui sont dans plusieurs réseaux, qui n'écrivent pas régulièrement sur la même thématique, qui écrivent sur d'autres thématiques. Nous avons deux types de membres. Il y a des membres qui sont fidèles à la thématique. Il y a des membres aussi qui abordent d'autres thématiques. Et nous avons créé cette passerelle. Nous travaillons avec des journalistes qui sont en santé, donc qui abordent les questions d'hygiène et d'assainissement. Nous travaillons à leur faire comprendre qu'on ne peut pas avoir une bonne santé si on n'a pas de l'eau, si on n'a pas hygiène et assainissement. Nous travaillons avec des journalistes en éducation. Donc, nous travaillons avec des journalistes même qui parlent d'économie. Donc, parfois, nous avons des sessions où nous les invitons pour leur montrer les liens qu'il y a entre l'eau, l'assainissement et les autres secteurs de développement. Alors, est-ce qu'on ne peut pas avoir des relais communautaires? Ça va être difficile de gérer les relais communautaires. Notre objectif, c'est déjà d'amener les journalistes des radios communautaires à vraiment. Nous avons quelques-uns qui sont membres et nous voulons étendre le réseau national donc, à ces journalistes donc, qui travaillent dans les radios locales et les radios communautaires pour que, également dans les différentes communes et dans leur production au quotidien, qu'ils abordent cette question-là. Parce que non seulement, il ne faut pas être dans la dénonciation, mais quand on prend la question donc, de l'hygiène et l'assainissement, il y a l'éducation aux bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Et je pense que les journalistes des radios communautaires, des radios locales sont mieux placés pour faire ce travail-là au quotidien, donc d'appropriation et d'adoption donc des bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement. Merci donc à vous, M. Tosuno. Merci pour ce riche échange. Vous allez rester avec nous pour poursuivre un peu ce webinaire. Et nous allons nous rendre en RD Congo, la République démocratique du Congo, où nous attendait depuis bien longtemps François Mokadila. Bonsoir, ou bonjour François, si vous êtes déjà là. Bonjour tout le monde. Est-ce que je me fais entendre? Il faut essayer d'augmenter un peu le volume de votre micro parce que là, on vous entend un peu faiblement. Yes. Est-ce que ça va maintenant? Dites-moi si ça marche. Allô, est-ce qu'on me capte? C'est toujours faible. Ça va maintenant? Est-ce que ça va? Ça va? Oui, voilà, ça marche. Hein? Voilà, c'est mieux là maintenant. D'accord. C'est mieux là. Salut tout le monde. Oui, bonsoir François. Bonsoir, je peux y aller, est-ce qu'on me reçoit bien? Est-ce qu'on me reçoit? Je peux commencer? Attendez un instant, je vais demander à M. Tosuno de bien vouloir me passer la main pour le partage de votre production à mon niveau. Monsieur Tosuno, veuillez me passer la main, s'il vous plaît. Alors, je tente de le faire. J'ai vu... alors, ça fait... Non, appuyez sur les petits points sur ma personne. Vous allez voir. Je suis allé à multiplication, c'est-à-dire que
Ou bien je vais à Josaphat, c'est ça? Oui, 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 allez sur mon nom, cliquez sur les 3 points en haut. Ça va afficher les options et vous Ok. allez regarder. Alors, Oui, c'est bon à présent, je crois. c'est bon? Oui, c'est bon. Merci. D'accord. Donc, je disais que nous allons nous rendre en RD Congo, retrouver François Mukadila pour sa présentation. Il est journaliste de développement. Il fait partie de la première promotion des journalistes formés par CESTI et l'École supérieure de journalistes de Lille, financée par la Banque mondiale. Il est journaliste, donc il est président de l'Association des journalistes pour le développement durable en République démocratique du Congo. Et il s'intéresse également à la question parlementaire parce qu'il intervient au niveau de l'hémicycle d'Afrique, qui est un site d'information des actualités parlementaires et des conseils municipaux d'Afrique. François, j'espère que j'ai fait votre présentation au complet. Oui, ça va très bien fait. Merci beaucoup, Josaphat, et merci à notre confrère Alain qui venait de Friedwald. Je le félicite pour l'intérêt qu'il apporte à la question de l'eau et de l'assainissement. C'est le 4e ODD, vous savez. Et à moi, j'ai un rapport avec la corruption, l'impact négatif, bien entendu, de la corruption sur le développement. Donc, mon petit thème s'intitule « La corruption plombe le développement ». Alors, comment est-ce qu'on peut en parler? Chercher à savoir en parler. Alors, très rapidement, quelques considérations sur la corruption. Elle se définit comme la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières, pour le corrompu d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance. On peut également dire que la corruption, c'est simplement le fait d'acheter la conscience de quelqu'un et exiger qu'il fasse ce qu'il ne devait pas faire, c'est-à-dire se livrer à des pratiques non autorisées par la loi, par la conscience et par le règlement. Bref, la corruption, c'est un appui d'exercice du pouvoir à des fins personnelles. Je crois que vous pouvez lire avec moi les textes qui s'affichent sur votre petit écran. On va dire rapidement que dans sa quête, cela peut arriver à tout le monde, bien entendu, la corruption, elle existe partout dans le monde, mais habituellement présente dans les pays ayant une faible assise institutionnelle, pays touchés par la fragilité ainsi que par les conflits. L'homme, dans sa quête pour la réalisation des services en vue de son bien-être, il rencontre des préposés ou des interfaces de services qu'il recherche, ou soit il est lui-même sollicité de par ses fonctions à accompagner une demande jusqu'à la satisfaction du besoin ou obtenir l'acte désiré. C'est souvent le cas dans l'administration publique, où par ailleurs, cette administration est au centre du débat qui est riche. Est-ce que François est toujours avec nous? On a perdu François avec la connexion, les aléas du direct certainement. Hein? Voilà, il se connecte déjà. Certainement, il va nous rejoindre dans un instant. Quelques soucis certainement avec sa connexion. François, est-ce que vous êtes déjà là? Il y a un problème de connexion là. C'est ça l'Afrique. Hein? Alors, je disais que dans un pays en développement comme la plupart des États africains, l'accès aux services sociaux de base est très lacunaire.
Nous avons eu l'expérience de le voir avec l'exposé de Alain. Alors, acquérir, c'est un exemple. L'attestation de fréquentation dans un établissement d'enseignement supérieur ou une attestation de bonne vie et mœurs dans une commune donne souvent lieu à un marchandage entre le requérant et l'agent public. C'est parce que l'accueil dans les établissements publics n'est pas très structuré. Et ainsi, le pouvoir public, dans sa diversité, sous le poids de ses prérogatives régaliennes, il croupit les chines devant les exigences d'une bonne administration de services et affiche des lésions qui affectent son fonctionnement organique, laissant libre cours à tout un travers des usages classés comme relevant de la corruption. Et là, sur votre tableau, vous voyez les effets négatifs de la corruption, contribuent à l'instabilité gouvernementale, compromet la confiance, menace l'économie, installe la concurrence déloyale et empêche l'inclusion sociale, il favorise les inégalités et entrave la prospérité. L'ONG Transparency International publie chaque année les indices de perception de la corruption dans le monde. Malheureusement, les États africains se disputent les dernières marches de cette citadelle. Vous avez là en bonne loge Namibie, les îles Maurice, le Rwanda et le Botswana. Ils sont 5 essentiellement à occuper, avoir au moins la moitié des points, c'est-à-dire au moins 50% dans le classement de Transparency International pour l'année 2020. Mais le reste de nos pays africains se disputent le bas de l'échelle. C'est dire donc que la société africaine est encore tributaire, est encore menacée par la corruption, elle en souffre et elle affaiblit l'incidence sur le développement. Cela me pousse à dire que la corruption d'une société à une autre, elle varie certes en ampleur, en extension, elle révèle des formes différentes, plus ou moins visibles, tolérées, sectorisées ou généralisées. C'est ainsi qu'on peut qui sont distinctes de formes de corruption européenne ou américaine. Mais rassurez-vous que les formes africaines de corruption sont caractérisées surtout par leur visibilité. Alors, je vous partage une expérience. Il s'agit d'un article d'Olivier Servan qui a écrit autour de la corruption. Alors, il définit la corruption comme un complexe. C'est un complexe qui met un certain travers de comportement commun. Ces travers sont en contradiction avec l'éthique officielle du bien public. Vous avez le népotisme, les abus de pouvoir, le trafic d'influence, la prévarication, les délits d'initiés, les abus de biens sociaux, etc. Et parce que nous parlons de fonds publics, parfois détournés, disons qu'il est très courant en Afrique au point que ces genres de détournements empêchent effectivement la réalisation des programmes sociaux. Vous pouvez bien avoir des prochains financements dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'assainissement, dans le secteur de l'éducation, mais lorsque cela se conjugue avec le détournement de ce bien par des cas de l'administration publique, la conclusion est simple, on porte un coût négatif sur le développement, sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Là, sur votre écran, vous voyez, vous pouvez parcourir les différentes approches, les différentes positions des pays africains sur cet indice de perception publié par ONG Transparency, je m'excuse. Je vous donne quelques exemples. Le Burundi, le nouveau président Évariste Ndayishimiye, dans son discours d'investiture, qui sont avec nous dans ce pays sur la voie du développement et de la paix. Un pays sur un total de 180, avec un score de 10%. Le classement qui s'appuie sur votre petit écran. Dans son combat donc, contre la corruption, Évariste Ndayishimiye, bien entendu, ministre en charge de ces questions, avait révoqué de leurs fonctions tous les comptables communaux. Il leur était reproché à une centaine de receveurs communaux, bien entendu, leur complicité à
ils étaient complices, n'est-ce pas, à la baisse des redevances. Les redevances de ce pays n'atteignaient jamais les estimations budgétisées et on avait fini par enquêter et constater que ce sont les responsables politiques qui étaient à la base de la faible mobilisation de ressources. Vous savez, ces ressources, vous recevrez les liens des différents articles dans mon exposé qui vous sera balancé par notre hôte, notre réalisation. Ces ressources, tout le monde le sait, les dépenses, les taxes, les impôts, etc., contribuent à quoi? Elles contribuent au développement, elles contribuent à la construction, à asseoir effectivement et véritablement un État qui prenne en compte l'intérêt de ces populations. Alors, il n'y a pas que le Burundi. Je vous donne l'exemple de mon pays, la République démocratique du Congo, classé 170e sur 180, avec un score de 18%. Je préfère prendre dans ce pays le volet relatif à l'enseignement, qui est consacré par la Constitution comme étant un droit à tout enfant congolais, mais jamais le président Félix Tshisekedi pour que ce droit constitutionnel soit effectif. Malheureusement, comme on dit, le malheur ne vient jamais seul. Il y a le cadre de l'administration publique à un très haut niveau, le secrétaire général à l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que l'inspecteur de la paix des enseignants. Malheureusement, ce sont mal comportés en mettant les mains dans la cagnotte prévue pour l'enseignement à ce sujet. Je vous informe qu'il y a eu un procès sur ces deux hauts responsables qui a abouti à une condamnation à 20 ans de prison. Dans l'entretemps, le responsable de l'administration, je vais dire ici, qui gît autour de cette personnalité. C'est-à-dire que la corruption est plombe le développement, arrête, elle inhibe le développement en détournant des fonds pour vous empêcher, vous priver à des millions d'enfants congolais, pour le cas de vos pays, d'accéder à une éducation gratuite, de base et de qualité. Mais rassurez-vous que la corruption n'est pas uniquement une affaire de gros sous, mais la corruption est aussi vécue dans la petite population, si vous me permettez de passer cette expression. C'est le cas, par exemple, au Sénégal, comme dans la plupart des villes africaines, où on assiste au monnayage des relations entre conducteurs et la police dans vos pays respectifs à petite corruption. Mais, chers confrères, chers amis, ces mots n'inhibent pas que le développement, mais ces mots sont également retrouvés, conjugués au quotidien dans le milieu de la presse. En Éthiopie, par exemple, il y a ce que l'on appelle, on assiste à des cas où les journalistes prennent des enveloppes craft, comme on les appelle, et ils reçoivent de l'argent de leur source. C'est ce que l'on appelle, dans un article publié par un confrère, vous verrez tout dans la présentation qui sera glissée, gratification et enveloppe dans le journalisme éthiopien. Donc, c'est une question qu'on se pose bien. Est-ce qu'il s'agit de la corruption ou il s'agit plutôt d'un encouragement légitime de la corruption? Et vous avez des exemples dans chacun de nos pays. Ici, en RDC, on parle par exemple du coupage. Je crois que c'est le cas dans la plupart des pays africains. Ailleurs, on utilise le vocable de taxe sainte, blessing fee. Et là, nous sommes en Tanzanie, par exemple, lorsque une église, renom comme l'église orthodoxe, organise des rencontres et qu'elle invite les journalistes, on leur remet des frais qu'on appelle taxe sainte. Et parfois, ces frais sont remis à la fin de l'organisation pour pousser les journalistes à attendre jusqu'à la fin avant de percevoir ces frais. J'ai poussé à attendre jusqu'à la fin de la présentation pour ne pas partir. Tout ceci est plus ou moins connu de nous tous, mais l'intérêt, à mon avis, c'est au niveau de comment savoir en parler. Parce que souvent, dans nos productions, nous consacrons la part belle à la politique
et aux zones de la politique en question. Lorsque vous considérez les objectifs de développement durable, les 17 chapitres de ce programme des Nations Unies, ils mettent la survie et l'épanouissement de l'homme au centre d'intérêt. Regardez par exemple, pauvreté zéro, la lutte contre la faim, la bonne santé, le bien-être, une éducation de qualité, l'égalité des sexes, eau et assainissement dont venait de parler M. Alain, démontrent si besoin en était le droit de l'homme à se développer. Et donc, les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, etc. Malheureusement, c'est ça l'intérêt de ce webinaire, dans la pratique, les efforts pour se développer sont entrelacés par des pratiques corrompues dont il convient à la presse, tout en évoquant les sujets de développement, d'effleurer l'aspect lié, l'aspect relatif à la corruption, parce qu'elle viendra inhiber les efforts, elle viendra anéantir la marche, par exemple, vers la pauvreté. Parce que dans son article intitulé L'économie de la corruption dont nous venons de parler, vous le verrez dans la copie qui vous va parvenir, je crois qu'il est important, en partant de cet exemple que je vais vous donner tout à l'heure, je prends l'exemple de l'eau potable, pour rester dans la logique que nous a enseigné notre confrère Alain. Comment je peux traiter du sujet de corruption dans la thématique de l'eau potable? C'est ça l'intérêt. Il n'est pas nécessaire d'aller tout de suite en diffamation contre X ou Y autorités qui auraient détourné des fonds alloués à ce secteur. Je peux en parler, mais sans soulever le drap sur une autorité quelconque. Comment est-ce que je vais en parler? Première étape, je cerne une région ou une localité quelconque. Deuxièmement, j'étudie la population qui y vit, population active, composée, les tranches d'âge qui composent la population. Quelles sont les infrastructures de distribution de production d'eau existantes dans cette localité? Quelle est la fréquence de l'eau au robinet dans la même localité? Alors, que dit la population? Et là, nous avons encore perdu. Monsieur François est avec nous? François, là, nous avons encore un souci technique avec François qui intervenait de la RDC, la République démocratique du Congo. Est-ce nous rejoint encore? Non, ça ne marche pas. Voilà, il est de retour, vivement que la connexion soit vite rétablie. Et il a dit tout à l'heure, ça fait partie des aléas, bien sûr, ce que nous traînons. Oui, François, bon retour à vous. Oui, vous comprenez que parfois cela se passe indépendamment de ce que nous disons ou ce que nous sommes. J'étais en train de donner un exemple, l'approche qu'on peut utiliser pour parler de la corruption concernant un sujet, une thématique assez commune. Pour rester dans la logique de notre confrère Alain tout à l'heure, je parlais de la problématique de l'accès à l'eau potable. J'ai dit tout à l'heure qu'on peut parler de la corruption d'abord en cherchant à présenter les faits tels qu'ils se présentent sur le terrain.
sans nécessairement aller en diffamation. Je cerne une région, une localité, je vois la population qui y vit, je vois la population qui vit dans cette localité. La structuration de la population, bien entendu. Quelles sont les infrastructures de traitement de l'eau robinet? Que dit la population, l'intégration de différentes populations? Qui dirige cette entreprise et qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Quelles sont les données disponibles de partenaires techniques dans ce secteur? Quels sont les risques et types de maladies encourues dans la zone par rapport à la question de l'eau? Et puis, quelles sont les déclarations du personnel médical que vous allez pouvoir interroger les élus, interroger aussi la société civile. Voilà. Lorsque j'ai terminé cette enquête, je vais écrire ou diffuser, publier mon article sans nécessairement diffamer, mais en présentant les contours de la question de l'accessibilité à l'eau et en montrant sur terrain les insuffisances qu'il y a. Et les insuffisances qu'il y a existent en dépit d'un programme gouvernemental à ce sujet, en dépit de la disponibilité du financement, parce que le secteur de l'eau, généralement, les financements ne sont pas difficiles à obtenir. Alors, en dépit des financements, en dépit du programme du gouvernement, en dépit des interventions des élus, etc., mais la question de l'eau reste toujours lacunaire. Qu'est-ce qui peut être à la base? La conclusion est simple. Il y aurait, je le dis au conditionnel, un détournement de fonds quelque part. Je prends un deuxième exemple. Je peux parler, par exemple, de quoi. Là, il s'agit de ce qui ne marche pas. Inversement, je peux prendre des cas de réussite. Je reste toujours dans la logique de notre confrère Alain qui a parlé du l'assainissement. Je prends un projet d'érection de toilettes en milieu urbain. Un projet qui aurait réussi. C'est bien, c'est important d'en parler. Je peux en parler de quelle manière? Ben, j'entretiens, je parle avec les utilisateurs de ces toilettes. Je présente ce bien public, ces toilettes. J'évoque d'autres avantages de ce milieu assaini, évidemment avec les utilisateurs et même les riverains de ce projet. Je fais la comparaison avec le passé. J'envisage ou j'entre dans le ventre du programme du gouvernement ou le PTF à ce sujet. J'interroge les gestionnaires du site. Éventuellement, avec eux, j'évoque la duplication du projet avec les initiateurs dans une autre communauté, une autre localité, sans oublier la société civile. Là, c'est un exemple de réussite. En parlant de cet exemple de réussite et en faisant la comparaison avec le passé, j'interpelle la conscience collective. En fait, l'intérêt de parler de ces sujets de corruption à ce niveau-là, parce que la corruption, le détournement de fonds, les népotismes, les abus de pouvoir, etc., il nie le développement. Mais lorsque je présente un exemple réussi d'un projet d'assainissement, j'interpelle la conscience. Et si nous dupliquons ce genre de projet ailleurs, nous aurons évolué en termes d'assainissement du milieu, en termes d'accessibilité à des toilettes publiques saines et dignes. Et donc, c'est intéressant que les médias parlent de ces choses et de ce qui ne va pas. Je fais un zoom sur ce qui ne marche pas. J'interpelle les consciences et je fais un zoom sur ce qui a marché. Je donne une leçon aux autres. Voilà. Comment est-ce qu'on peut bien parler de ces questions de corruption sans aller à la différence X, Y dans un article tout de suite? C'est des gens qui tombent sur vous, on vous amène dans un procès pour différents. Sans citer X, Y, mais par mon analyse, par ma conduite, par l'angle que je reste. Et les lecteurs, les autorités vont remarquer qu'à tel niveau, on n'a pas atteint l'objectif. Essentiellement, il y a eu détournement d'intérêt. Les députés peuvent intervenir par là. Et la justice aussi peut intervenir. Elle peut intervenir sans saisir en cas de clameur.
Donc, je termine mon exposé attentivement avec l'aide de votre famille Josaphat, que je salue. Voilà, je crois avoir terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vous prête à votre intérêt. Merci. Merci à vous, Monsieur Mokandila, depuis la RD Congo. Merci pour votre présentation. Nous allons demander à nos participants de bien vouloir se manifester pour les questions, comme on l'a fait tout à l'heure pour la première présentation avec M. Toskuno du Bénin. Monsieur François, mais en attendant bien sûr les participants, la question des participants, il est important de nous clarifier aujourd'hui parce qu'on a vu le tableau que vous nous avez présenté en matière d'indices de corruption en Afrique. Aujourd'hui, quand on prend ce tableau, on se demande vraiment ce qui se passe surtout avec nos dirigeants, nos responsables. Est-ce que déjà la RDC qui occupe un rang peu honorable parce que je vois 19 sur 165, c'est le dernier classement 2020, je crois bien, que vous nous avez présenté. Est-ce qu'il y a des cas de corruption, des cas flagrants de corruption dans votre pays et les cas de détournement que la RDC a enregistrés? Comment vous, en tant que journaliste, vous avez pu aborder la question et quelle est la suite donnée à ces productions journalistiques que vous avez faites? Et là, on va procéder de la même manière comme pour Alain. Vous allez recenser les questions et après, vous allez donner vos réponses en attendant bien sûr que les autres intervenants puissent également laisser également vos questions. Et la seconde question que j'ai après votre présentation, vous avez dit qu'il faut présenter les faits, il faut aller toucher les faits et il ne faut pas diffamer, ce qui fait partie de la règle basique en matière de journalisme. Aujourd'hui, la question que ce soit au Bénin, au Sénégal, au Cameroun ou en RD Congo, dans toute l'Afrique, même les journalistes européens vous le diront certainement, il y a la question de l'accès à l'information qui constitue quand même un point très important et très essentiel dans la production journalistique, dans la production surtout en matière de corruption. On a toujours l'impression, ou on se dit toujours que ceux-là qui sont au pouvoir, les dirigeants, n'aiment pas communiquer. Il n'y a pas assez d'infos, même si vous m'aidez dans les démarches. Est-ce que vous, en tant que président du réseau des journalistes de développement, qui milite également dans beaucoup d'autres secteurs, y compris la corruption, comment vous arrivez à gérer cette question de l'accès aux sources d'information qui constitue quand même un problème majeur dans la corporation? Et pour finir, quels sont les cas palpables? Est-ce que vous pouvez nous parler des cas palpables des productions que vous avez pu enregistrer en RD Congo et qui ont pu donner un résultat? Est-ce qu'il y a de suivi? Est-ce qu'il y a une poursuite judiciaire après? Si oui, qu'est-ce qui est suivi? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Quelle est l'amélioration qu'on a pu noter? Et finalement, vous allez, à la fin, comme l'a fait Alain Toskuno du Bénin, nous parler un peu de votre réseau journal de développement en RDC et les conditions également d'accès et comment on peut toutefois faire partie de ce réseau. Est-ce que c'est africain, c'est panafricain ou est-ce que c'est national en RD Congo seulement? Là, je vous laisse le temps de répondre et je demande par la même occasion aux intervenants, aux participants, s'ils veulent bien intervenir, d'aller sur le bas de leur écran. Il y a l'onglet réaction. Vous levez la main, nous vous donnerons la parole puisque le webinaire se veut être interactif. Également, il y a la zone de discussion où vous pouvez aussi laisser vos messages et vos questions, vos avis par rapport à la présentation. Monsieur Mokandila, nous vous laissons la parole. Bien, merci Joseph pour la question. Premièrement, notez avec moi que la thématique du développement dans notre profession, la thématique de développement dans le milieu de la presse, elle est récente et vous l'avez dit en début de cet entretien,
que nous avons eu la chance de passer par cette moule avec CST et l'SCJ, évidemment pour changer de paradigme dans les pays africains où la plupart du temps, nous donnons notre plume à des politiciens et à des communicateurs de la société civile, parfois sans grand intérêt pour la masse. Alors, est-ce que la RDC, nous avons qui ont produit les effets escomptés? Il faut dire que vous savez d'où nous venons, l'État il y a quelques années, avant ce régime, le régime actuel de Tshisekedi, dit que la langue était plus ou moins liée et au nom du self-défense, de sa propre protection, la plupart d'entre nous passent prêts à rédiger des articles. Permettez-moi, tant que vous savez ce qui est arrivé à certains acteurs de la société civile, notamment les lanceurs d'alerte en domaine. Vous savez qu'ils ont dû quitter le pays pour échapper aux mailles des services secrets. Donc, depuis l'avènement du président Tshisekedi, la presse se délivre quand même de la peur. Les cas d'étonnement, il y en a eu. Je venais de vous parler de ce procès qui a abouti à 20 ans de prison pour le haut cadre de l'administration publique. Il faut dire ici que la presse a plutôt accompagné la dénonciation, la clameur publique. Il y avait eu un projet financé, évidemment, au gouvernemental, mais les effets suivaient à peine. La vitesse du financement n'était pas proportionnelle à la vitesse de l'exécution des travaux sur terrain. Il y a eu clameur publique, évidemment relayée de temps en temps par la presse, parce que la clameur à elle seule ne suffit pas. Les médias ont joué ce rôle-là pour poster la voix, pour porter plus haut la clameur publique. Et le ministère public s'en est saisi, évidemment, lorsque le chef de l'État a dû faire la même remarque que faisait toute la population. Donc, la presse a compris efficace. Ça, il faut depuis lors, de temps en temps, les écrits dans le même sens s'enchaînent et la presse contribue à éduquer la masse, éduquer même certains cadres qui commencent maintenant à réfléchir par deux avant de s'engager ou avant de mettre la main basse sur un fonds quelconque. Donc, l'apport, il est réel. S'agissant de l'accès aux sources d'information, je pense que c'est le même constat à travers l'Afrique. Et il y a lieu de contourner l'accès. Chacun de nous a un carnet d'adresse. Il peut utiliser sans citer de sources. Il peut interviewer une source au sein du gouvernement et je garde la demande de la source. Il y a les données des PTF, partenaires techniques et financiers, qui eux parlent quand même. Eux s'ouvrent aux médias, vous pouvez passer par eux. Et pour avoir le financement, s'il a existé dans le secteur que vous envisagez d'exploiter, et pour avoir ce qu'on en a fait réellement. Donc, à ce niveau-là, pouvoir avoir ces données, mais vous pouvez également avoir les données au niveau de la société civile, qui s'émancipe quand même du pouvoir depuis un certain temps. Donc, gouvernement, société civile, PTF, sans oublier les données sur le terrain, ça peut effectivement vous aider à étoffer votre papier. Alors, vous m'avez demandé de parler brièvement de votre organisation. Merci pour l'intérêt. C'est une jeune organisation. Elle est telle que nous devrions, nous, il y a 5 ans de cela, nous ne parlons pas grand-chose. Alors, mais écoutez, l'ONU a maintenant un programme de développement année, l'implémentation du programme dans la mémoire collective. C'est de là que l'intérêt est parti. Vous savez, c'est un développement qui, je le disais tout à l'heure, centre leur intérêt sur l'amélioration des conditions de vie. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Nous étions accompagnés dans cet effort par un vétéran dans le domaine des droits de l'homme,
commissaire dans le pays qui a une longue expérience dans ce genre de lutte, dans ce genre de mobilisation. Il nous a d'abord coaché, il nous a formés sur des thématiques assez précises. En dehors de lui, il y a un professeur d'université qui nous a accompagnés, des spécialistes dans la gestion environnementale. Donc, c'est au départ les deux gars qui nous ont appelés, les deux mecs qui nous ont portés sur le fond baptismaux. Et après ce baptême, chacun d'entre nous était censé chaque semaine, on ne va pas le dire tous les jours, parce que la rédaction parfois elle est exigeante. Vous pouvez, pour ceux qui sont journalistes, répondre aux besoins exigeants de la rédaction. Moi-même, comme j'étais rédacteur à chef dans le programme, chaque semaine, j'ai des sujets à traiter, je donnais certains sujets à certains amis, liés effectivement au lycée ODD. Et ceux qui n'étaient pas avec moi dans mon organe, qui étaient ailleurs, faites tout ce que vous pouvez faire, mais dans vos soumissions, dans vos propositions de sujet, évoquez, proposez un sujet en rapport avec l'un et lycée ODD. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et il faut dire que ça a quand même révolutionné la présentation des choses. Il y a très dernièrement eu une consoeur à moi qui a fait un reportage sur, dans le volet éducation, consacré cette fois-ci à la prise en charge des enseignants au niveau de l'école maternelle. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous apprendre que la gratuité de l'enseignement dans mon pays concernait les cycles primaires. Donc, entre 7 ans et 13 ans. Ma consoeur a fait un article sur ça et les 2 jours qui ont suivi, le ministre a pris un arrêté pour modifier le premier arrêté qui limitait la prise en charge améliorée depuis que la gratuité a été annoncée avec les enseignants. Il a ouvert la voie aux enseignants du cycle pré-primaire qui doivent être revalorisés au même titre que les enseignants du cycle primaire. Cela est venu à la suite d'un reportage. Sur quelle question? Sur la question de classe. Elle a interrogé. Donc, il est possible d'améliorer les choses, de mettre un rôle extrêmement important à jouer, d'améliorer les choses dans le sens de l'intérêt général. Monsieur Mokadila, je crois que nous avons un petit souci avec le son de votre micro. C'est pas si c'est à mon niveau seulement ou c'est au niveau des autres participants parce que ça craque à un moment donné, donc du coup, on n'arrive pas à vous suivre correctement. Mais en attendant de voir les petits réglages peut-être à votre niveau, il y a un participant qui a laissé une préoccupation dans le fil de discussion. Et dès je lis intégralement ce qu'il a posté, j'ai constaté le long de votre présentation que vous avez mis l'accent sur la corruption et la reconnaissance de la question liée à l'eau. Je voudrais donc savoir comment la population, c'est bien sûr le participant, savoir comment la population peut participer à la conservation de l'eau disponible à l'état actuel chez elle. C'est-à-dire, de plus, la population qui a bénéficié d'une installation, d'un robinet, c'est-à-dire il y a déjà l'installation de service de l'eau à la maison, le produit fini, mais cette population qui laisse l'eau de robinet pour aller au marigot, comment on peut toutefois gérer cette question, conscientiser, parce que là, c'est du gaspillage et ça fait partie également de la problématique et de l'eau et du détournement ou de la corruption. Comment on peut toutefois arriver à gérer ça selon le participant? Oui, est-ce que vous m'avez suivi? Oui, on peut, merci pour l'intérêt. Comment on peut gérer cette question? On peut partir du constat. Vous me saisissez, je suis en train de reprendre
Je suis en train de répondre à la question. Allô, vous me saisissez? Oui, oui, allez-y. Allô? Alors, je disais que c'était une belle question. Comment on peut conscientiser la population? Eh bien, les médias ont ce rôle, le rôle de sensibilisation. Alors, il faut en faire un angle de reportage, se dire, écoutez, j'enquête sur l'usage réel de l'eau dans les ménages, l'usage réel de l'eau, pas uniquement dans les ménages, même dans les établissements scolaires, même dans les milieux publics. Comment est-ce que cette eau qui est disponibilisée est utilisée? C'est un angle de reportage. Je fais le constat, n'est-ce pas, de cette déperdition, et je remonte jusqu'à la source, c'est-à-dire je remonte jusqu'au milieu, au niveau de la production. Parce que l'eau, c'est un cycle. L'eau est cyclique. On la produit, on l'utilise, on la dégage et on la recueille dans nos bassins, différents bassins. Plus on recueille cette eau qu'on a utilisée, évidemment, on la réutilise à nouveau et elle revient dans le robinet. Alors, lorsque la denrée qui est disponible dans le robinet, la conséquence, c'est la facture. La deuxième conséquence, c'est la diminution de la quantité parce que cette eau est produite en fonction de la demande. Et lorsque un utilisateur gaspille cette eau, il y aura un impact effectivement négatif sur le reste des utilisateurs qui n'auront peut-être pas la même quantité d'eau voulue au moment voulu. Et avec un article dédié à cet aspect d'utilisation de l'eau, je crois qu'on peut bien éduquer la masse et amener un changement dans leur comportement. Merci à vous, Monsieur le candidat de la RD Congo. Merci pour cette présentation, cette brillante présentation, et merci à tous les participants qui sont toujours avec nous. Le webinaire devrait également nous permettre d'entendre l'une des voix une participante de l'Afrique en miniature. Je vais nommer bien sûr le Cameroun, sinon l'affiche finale donne ceci. L'affiche finale donne ceci et on devrait avoir Nicole, qui est la rédactrice en chef à l'agence Cameroun en presse, qui devrait être avec nous. Elle est spécialiste de la déforestation, mais malheureusement, les connexions que nous avons, elle a un souci de connexion puisqu'il s'avère que la connexion s'apache pas au Cameroun actuellement. C'est comme le disait tout à l'heure notre intervenant de l'ère des Congo. Il s'agit bien sûr des aléas en Afrique. Je remercie donc tous les participants. Je remercie M. Tosunon Alain, qui est journaliste spécialiste des questions de l'eau. Il est également le coordonnateur régional de WASH-JN, qui est quand même un réseau panafricain qui s'occupe des questions de l'eau. Il était avec nous pour ce premier numéro de webinaire pour parler de l'importance de l'eau, de la question de l'eau et comment les journalistes devraient l'aborder pour contribuer au développement de notre nation. Il était en ligne depuis le Bénin, précisément à Lokossa, c'est dans le département du Mono au Bénin. Donc, Alain qui était avec nous, je disais à l'instant, qui est journaliste, coordonnateur régional de West Africa Watch, journaliste qui nous a parlé bien sûr de l'eau. Depuis le Bénin, comme l'indique donc l'affiche que vous avez en partage de l'écran. Je remercie également tous les participants et monsieur mon candidat de la RD Congo qui nous a fait l'honneur de nous présenter bien sûr la problématique de la corruption qui constitue quand même
un sujet vraiment inquiétant parce que les gens disent souvent que l'état actuel de notre continent fait suite au degré de corruption, au taux de corruption que nous enregistrons dans nos différents pays. Et il a présenté également les différents pays en ce qui concerne la corruption en Afrique. C'est un travail, nous tenons à lui dire merci pour ce travail. Et également, merci à tous les participants. Merci à l'agence Nouvie Média Communication qui nous a permis de nous retrouver. Nous allons encore nous retrouver très bientôt pour d'autres problématiques, pour d'autres sujets. Je le disais, pour faire la présentation complète de François. Voilà. Pour finir avec la présentation, puis on l'a fait pour les autres. Je disais, François, qui est journaliste de développement, il est président de l'association des journalistes pour le développement. Donc, il était avec nous pour parler du sujet de la corruption, du système de corruption pour un journaliste au service du développement de l'Afrique. Donc, merci à toutes et à tous. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie pour ce premier webinaire. Nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement pour un autre numéro, pour d'autres thématiques. D'ici là, portez-vous très bien et à très vite. Merci. Merci, le grand Joseph. Là, je suis en train de voir Nicole du Cameroun qui nous rejoint à l'instant. Est-ce que c'est possible, ce petit rattrapage? Je ne sais pas trop. Nicole, est-ce que vous êtes avec nous? Je vous vois déjà à l'écran, Nicole. Est-ce que vous nous entendez depuis le Cameroun? Merci donc à toutes et à tous. On se donne rendez-vous très proche. Je vous rappelle que ce webinaire sera en ligne sur notre site. Nous allons diffuser sur notre site puisque nous l'avons enregistré. Nous vous enverrons également le lien de ce premier numéro de webinaire en vidéo entièrement enregistré avec les différentes interventions. Nicole qui nous a rejoint, je crois que ce n'est pas possible à l'instant puisque nous continuons déjà. Merci à nos intervenants, nos deux intervenants pour ce numéro, Tosuno Alain du Bénin, François Moukadila de la RD Congo, et je vous dis, vous pouvez afficher vos vidéos pour qu'on puisse faire une vue d'ensemble. Ceux qui sont toujours en ligne, veuillez afficher vos vidéos pour qu'on puisse faire une vue d'ensemble, s'il vous plaît. Merci. Merci. On va faire une vue d'ensemble. Ça reste Méchac. Méchac, vous nous entendez? Et Senam qui est avec nous, veuillez allumer votre caméra pour une vue d'ensemble, s'il vous plaît. Madame Aledji, veuillez allumer également votre caméra pour une vue d'ensemble. On attend juste les derniers hein, pour qu'ils allument leur caméra. Voilà. Est-ce que c'est toujours faisable là en l'état? Méchac, allez-y. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, allumer votre caméra? On vous attend pour faire une photo d'ensemble, une vue d'ensemble de ce webinaire.
Il y a Méchac qui dit qu'il a un problème, un souci technique là. Ok, d'accord. D'accord. Est-ce que Madame Aléji est avec nous? Vous pouvez allumer sa caméra? Bon, c'est pas grave, c'est bon. Nicole, est-ce que vous êtes avec nous? Je lis votre message, c'est vraiment compliqué pour vous depuis le matin. Merci donc à toutes et à tous. Oui, Méchac est là. Je crois qu'on peut passer à la vue d'ensemble en attendant. Toujours des soucis. Hein? C'est bon? Oui, notre technicien se charge déjà de la vue. Je crois que dans un instant, ce serait au pas. Elle sourit un peu à la caméra aussi. Hein? Voilà, je crois que... Merci donc à toutes et à tous. On se dit à très bientôt et portez-vous très bien.